Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. D'abord, merci à Stéphane Molinier qui a coordonné ce numéro des Annales des Mines sur l'industrie aéronautique et ses défis, et à tous ceux qui ont participé, dont plusieurs sont autour de la table. Je remercie également Michael Bazin, directeur de projet sur la filière aéronautique à la DGE, Pierre Cavé, associé en charge de l'activité aviation de BDO, Florence Delprajano, qui est directrice du Centre de résultats produits énergétiques d'IFP Énergie Nouvelle, Marc Ami en ligne, directeur corporate affaires d'Airbus, et Ludovic Simon, manager innovation des opérations avions connectés de Thales Avionics, pour leur présence et pour nous éclairer sur ce sujet avant de répondre aux questions qui seront posées par les participants dans cette salle ou bien à distance. Quelques mots des 3 raisons qui ont conduit à produire ce numéro dans la série Réalité industrielle des Annales des Mines et d'organiser cette table ronde. D'abord, ce numéro s'inscrit dans une série qui traite de grands enjeux industriels, automobile, nucléaire, bioproduction, espace, eau et l'aéronautique. En l'espèce, c'est un des plus beaux fleurons de l'industrie dont il est question et qui contribue utilement à réduire notre déficit commercial, à créer de l'emploi, à tirer vers le haut la R&D, voire à réduire un peu le déficit budgétaire par les impôts qu'il procure. En second lieu, tout paraît sourire à cette industrie en ce moment. À Dubaï, le marché des transports aériens est en pleine forme avec un chiffre d'affaires record de 996 milliards de dollars, une marge de 30,5 milliards, soit 3,1%, et ont été ainsi transportés l'an dernier 55 milliards de personnes sur 22 000 trajets et 39 millions de vols, tandis que 62 millions de tonnes de fret étaient transportées. Airbus est le leader mondial et les déboires de Boeing lui offrent un boulevard. Et les problèmes, car il y en a toujours, sont plutôt des problèmes de riches, plutôt de pouvoir produire assez vite, donc des problèmes d'une industrie en bonne forme. En troisième lieu, il y a cependant des menaces. Un gigantesque défi écologique et énergétique, des carburants décarbonés qui seront plus chers, et même si les compagnies aériennes et les constructeurs travaillent dur pour ne pas accroître le prix des tickets, il faudra bien qu'ils s'accroissent, ce qui pèsera un peu sur le marché du transport aérien, notamment de masse. Tandis que les visioconférences réduisent aussi un peu ce marché et qu'une partie des usagers a moins bonne conscience à prendre l'avion, notamment parmi les plus jeunes. Et puis, tant les États-Unis que la Chine n'ont pas dit leur dernier mot, et ainsi le contexte de tension géopolitique a créé de nouveaux enjeux, un jour sur le titane, un autre sur les semi-conducteurs, un troisième avec l'émergence de la COMAC hors du seul périmètre chinois, ou encore pour les nouveaux réacteurs, des travaux sur les parties chaudes qui sont notamment financés aux États-Unis par la Défense et par l'IRA, mais qui serviront aussi à l'aviation civile, ce sur quoi il ne faut donc pas décrocher au niveau français et européen. Simultanément, les travaux de la programmation énergétique qui viennent de sortir dans leur dernière version annoncent une réduction de 200 millions de tonnes de CO2 entre 2019 et 2030, dont 3,7 pour l'efficacité des aéronefs, plus d'autres concernant la part d'utilisation des biofuels, et par conséquent une part qui est en gros proportionnelle à ce que représente cette industrie en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et en tenant compte aussi que c'est une industrie lourde, donc les évolutions sont nécessairement progressives. Pour finir, permettez-moi un peu de publicité. Les Annales des Mines ont été fondées en 1794, ce qui en fait la plus vieille revue imprimée d'Europe. Et cette vieille dame de 230 ans a une vivacité de jeune femme quand il s'agit de regarder l'avenir. Les annales comprennent 4 séries, réalité industrielle que vous avez là, responsabilité et environnement qui traite d'environnement comme son nom l'indique, de risque et puis d'énergie, enjeux numériques et puis gérer et comprendre qui traite de management. Tous les numéros sont accessibles gratuitement dès le début du mois de leur parution sur le site annales.org, ce qui a permis d'accroître considérablement leur visibilité. Les annales sont assis dans leur rôle d'éclairer les enjeux structurels, économiques et industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management, au travers de leurs 4 revues et des tables rondes qui accompagnent leur sortie. Au sujet de la présente table ronde, sa version virtuelle est enregistrée, ce qui permettra de retrouver le résultat sur le site des annales. Les chantiers pour éclairer l'avenir sont donc nombreux. Je passe la parole à Stéphane Molinier, qui a brillamment coordonné ce numéro et qui va animer la table ronde. Merci Grégoire pour cette introduction. Donc effectivement, vous m'avez demandé il y a un an environ de coordonner la rédaction du numéro de réalité industrielle consacré à l'aéronautique face aux défis de la concurrence et de la décarbonation du transport aérien. Je voudrais tout d'abord ici remercier l'ensemble des rédacteurs, à commencer par les entreprises du secteur
qui ont contribué à ce numéro. Je citerai Airbus, Safran, Thales, ATR, Daher, Ratier Figeac, Ascendance, Palantir, BDO ou Aéroport de Paris. Je remercie également les laboratoires, l'ONERA, l'IRT Saint-Exupéry, l'IFPEN, le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, le GIFAS, pour l'Aerospace Valley. Également ont contribué des organismes de formation tels que l'ISAE Super-Aéro, l'Université du transport aérien ou encore le campus des métiers et qualifications aéronautiques d'Occitanie. Dans ce numéro, nous trouverons également des articles de régulateurs européens, c'est-à-dire Eurocontrol en charge de la gestion du trafic et de l'espace aérien, de l'EASA en charge de la certification des équipements, des carburants, des avions. Et je voudrais remercier enfin la Direction générale des entreprises et la Direction générale de l'aviation civile qui ont également contribué à ce numéro. Encore une fois, merci à l'ensemble de ces rédacteurs. Je vais donc donner la parole à chacun des membres de notre table ronde. Je remercie pour leur participation. Pour une intervention d'une dizaine de minutes. Et à l'issue de ce tour de table, nous donnerons la parole à la salle pour une séquence de questions. Avant, quelques mots d'introduction. Depuis le début du XXe siècle, le transport aérien est passé du temps des pionniers, des voyages d'exception, à celui d'un monde ouvert qui connecte les femmes, les hommes, les territoires, permettant les échanges avec les régions les plus enclavées, les régions insulaires, permettant l'accès aux soins, l'accès à la culture et le développement des économies. L'efficacité et la baisse du coût du transport aérien ont généralisé à l'échelle mondiale et ouvert à un public de plus en plus large. Lors de sa récente assemblée générale à Dubaï, l'Association internationale du transport aérien a annoncé un chiffre de 4,96 milliards de passagers transportés pour 2024, dépassant les 4,54 milliards de passagers transportés en 2019 avant la crise de la pandémie. L'organisation escompte un chiffre d'affaires cumulé des compagnies proche de 1 000 milliards de dollars fin 2024, pour 838 en 2019. Les études prospectives conduisent à estimer qu'elle atteindra 8 milliards de passagers d'ici 20 ans, une croissance principalement portée par des marchés non matures aujourd'hui, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Asie, en lien avec la croissance démographique et le PIB de ces pays. Avec une croissance qui semble désormais repartir à un rythme de l'ordre de 3,6% par an, Airbus évalue le besoin de production d'avions à 40 850 unités au cours des 20 prochaines années, qui seront produits par Airbus, par Boeing, mais aussi par le constructeur Comac chinois. Cela revient à doubler la flotte mondiale en exploitation d'ici 2042, dans un contexte de décarbonation de la filière. Cela va demander des investissements de grande ampleur en recherche et développement, capacité d'industrialisation, capacité à produire des carburants décarbonés, qui auront inévitablement un impact. Le sujet des compétences reste clé pour accompagner la croissance du secteur. Airbus a en effet estimé récemment que le secteur aurait besoin à l'échelle mondiale de 590 000 nouveaux pilotes, 680 000 techniciens de maintenance, 920 000 membres d'équipage pour les prochaines années. À l'échelle mondiale, le transport aérien représentait en 2019 2,5% des émissions de CO2 d'origine humaine, 3,5% si on ajoute les effets du non-CO2 des traînées de condensation. Les émissions directes des aéronefs en phase d'exploitation représentent à elles seules 98% des émissions de la filière. La décarbonation du transport aérien, face à la croissance continue du trafic attendue ces prochaines décennies, mais aussi avec la prise de conscience de l'impact de l'aviation sur le changement climatique, les acteurs du domaine, je veux dire les industriels, les compagnies aériennes, les aéroports, mais aussi les gouvernements, ont affirmé leur engagement pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Ainsi, ils font tous ensemble le pari de poursuivre l'aventure humaine et d'offrir les mêmes chances de voyage aux générations futures. Je propose de passer tout de suite la parole à Pierre Cavé, associé en charge de l'activité aviation chez BDO, pour nous dresser le tableau des perspectives d'évolution de la demande du transport aérien dans les prochaines années, tenant compte à la fois de la demande des clients, mais aussi des perspectives d'augmentation du prix du billet, conséquence inévitable des investissements dans la décarbonation du secteur. Stéphane. Alors, du coup, je voudrais rappeler quelques fondamentaux sur le transport aérien tel qu'on l'analyse sur le terme, en préambule avant de parler des perspectives. Vous pouvez parler un peu plus fort pour que oui, d'accord. L'équilibre est fâcheusement serré là. Très bien. C'est bon. Oui, donc il y a une grande règle dans le transport aérien qui dit que en Covid, on avait une croissance du trafic aérien en PKT qui correspondait à peu près à 2 fois la croissance du PIB.
Évidemment, la Covid a effacé cette grande règle. On a eu une chute de 60% du trafic aérien en 2020. Il a repris très vite et avec des élasticités. Pour autant, fondamentalement, au niveau des zones internationales, on a différents niveaux de maturité, comme vous l'avez bien rappelé en introduction. On a d'un côté les États-Unis, l'Amérique Nord et notamment le marché domestique qui est un marché aérien très très mature. La consommation de vols par tête est à son asymptote depuis quelques années. On a une Europe qui est au-delà de son point d'inflexion. Donc si on trace une courbe en S, des vols par tête, l'Europe est 1,6 vols, 1,7 vols par tête. Et enfin, on a des zones où le potentiel est encore très fort puisqu'on est au tout début de la consommation c'est notamment l'Asie. Ça fait lien avec les taux de croissance qu'on observait pré-crise. On est en moyenne sur la période 2010-2019, on est à 8% de CAGR, là où en Europe on était plutôt à 5% et en Amérique du Nord 3%. Ça nous donne, ça ce sont les fondamentaux et ça explique pourquoi sur le long terme on est sur une cible autour des 8 milliards de passagers. Ça fait à peu près à 20 ans, plus 80% par rapport au niveau 2019 de trafic. Ça, c'est les points fondamentaux. Je voulais rappeler aussi un point intéressant, c'est qu'il y a des zones qui se démarquent, c'est en lien avec la démographie et leur taille. Là où en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord ou en Europe, on est sur des marchés intra-zones très forts, pas loin de 80-90% des trafics sont dans les zones. On a des zones comme le Moyen-Orient ou l'Afrique qui sont beaucoup plus ouvertes en termes de proportion sur leur trafic international. Un point aussi sur le CO2, on en a parlé un peu. C'est important de rappeler, oui, les 2,5%, et je pense qu'on en débattra aussi. Aérien, pour rappel, c'est à peu près 1 gigatonne sur les 36 gigatonnes anthropiques générées par l'être humain à l'échelle de la planète. Et du coup, ça fait le lien avec les SAF, et je vais en parler, faire le lien avec les prix. Et au risque d'avoir une position non conventionnelle sur le prix, en tout cas, je vais donner mon opinion sur ce que j'imagine voir en termes de prix sur le transport aérien. Effectivement, le SAF, il faut se doter des projets pour pouvoir le produire et pour pouvoir réduire de manière très significative les émissions de CO2 pour atteindre le net zéro carbone. Effectivement, il y a l'avion bas carbone à mettre en œuvre en termes de projet, à faire monter en échelle. Effectivement, il y a toutes les améliorations des efficacités moteurs, les améliorations des trajectoires qui vont permettre de générer, de réduire en tout cas cette gigatonne. Pour autant, quand on regarde simplement le prix du transport aérien sur les 20 dernières années, ce qu'on observe, c'est que grosso modo, le prix par PKT, en revenu aérien par passager kilomètre transporté, il était à peu près de 9 $ par PKT dans les années. Il a subi une forte baisse, effectivement, en 2017. Bien remonté ces 3 dernières années, d'où le sujet d'inflation des prix, qui est en lien aussi avec l'inflation générale. Pourtant, aujourd'hui, on est toujours autour de ce niveau de prix-là, 8-9 $. Du coup, et si on regarde aussi ça en termes de prix ticket, on est toujours aussi autour des 150 $ par passager. Ce que je crois, c'est que, in fine, oui, le passager ou le consommateur final paiera via des mécanismes d'impôt qui finalement permettront de financer des grands projets industriels. Mais je ne suis pas convaincu que le prix, pour autant, du transport aérien explosera. Donc, c'est un postulat, c'est ma simple observation de la part des tendances passées, et l'avenir nous le dira, mais je crois fondamentalement que la mise à l'échelle de toutes ces technologies va permettre et in fine d'avoir des prix compétitifs au niveau de la consommation qui généreront du coup de la consommation de transport aérien. Si on fait un point sur le niveau d'activité à date
les différentes zones. Donc, en 2023, on était à 95% du niveau 2019. Les bilans ne sont pas les mêmes selon les zones. L'Europe, on était à peu près à 96%. En Asie, c'était plus difficile. 88% du trafic aérien en 2019. Pour autant, ça repart vite et fort. On est pas loin des 100%. Et en Amérique du Nord, on avait retrouvé les 100% et c'était bien plus dynamique en LATAM et en Middle East. Donc, on a la même opinion que ce que Yata peut dire, c'est que les perspectives, on les pense aussi au-delà de 2019 pour l'exercice 2024. En termes de concentration de compagnies aériennes, on a regardé aussi quel était le niveau de concentration en 2019 versus 2023. Ce qu'on observe, c'est qu'en 2019, on avait à peu près 90% des plus grosses compagnies mondiales c'est à peu près 15% des compagnies qui concentraient 80% du trafic aérien. Ce ratio, il n'a pas tellement changé. On est sur cette ordre de grandeur en 2023. Donc, le phénomène de concentration tel qu'on l'a pu l'observer massivement depuis les années 90, en tout cas, n'a pas eu un changement structurel depuis 2019 avec la reprise du trafic. Pardon. Un dernier point sur les carnets de commandes, je pense qu'on débattra bien plus. Moi, des experts là-dessus, et Airbus s'exprimera, je pense, avec beaucoup plus de précision là-dessus, mais effectivement, les carnets de commandes sont très importants. On a une tension sur les compagnies pour pouvoir arriver à dresser la demande de passagers en lien avec les carnets de commandes actuels par le constructeur Airbus qui n'aide pas du coup à cette facilitation des transports aériens. Pour autant, voilà, la demande elle est solide et cette offre également est solide. Et enfin, sur les perspectives à 20 ans, donc nous, notre projection, c'est que 2025 sera, plus 80% à 20 ans, c'est notre target. Donc, on va dépasser les 8 milliards de passagers en 2045. Et le dépassement des 5 milliards, pour nous, il est prévu dans les 2 ans à venir, avec après une dynamique à l'image des courbes en S que j'ai décrit en introduction. On va avoir une espèce de forme logarithmique en lien avec la maturité progressive des différentes zones dans le monde. Voilà, j'ai essayé d'adresser différents sujets de manière brève. Laisser la parole à mes collègues. Merci Pierre. Je vous propose maintenant de regarder quels sont les leviers d'action qui peuvent être mobilisés pour la décarbonation du transport aérien. Une décarbonation qui concerne tous les aspects du transport, à commencer par la conception des avions, leur exploitation jusqu'à leur démantèlement. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, plusieurs leviers devront être mobilisés. Je pense tout d'abord au renouvellement des flottes par des avions plus performants, plus légers, plus efficients, des avions de dernière génération. Ensuite, je pense à la quête de sobriété et de performance grâce au progrès technologique, à l'hybridation, à l'électrification, à la conception de nouvelles générations d'avions qui entrera progressivement en service après 2035. Cette quête d'efficacité se traduit par des efforts de recherche et développement considérables, par la conception et l'industrialisation d'une gamme complète d'appareils d'efficacité énergétique accrue, capables d'utiliser les énergies bas carbone. On a parlé de l'électricité, des carburants à aviation durables, de l'hydrogène, avions à forte efficience économique et environnementale. Je propose maintenant de passer la parole à Marc Camille, en connexion depuis Toulouse, directeur des relations institutionnelles chez Airbus, pour nous présenter la réponse d'Airbus à la demande du marché en termes d'avions de nouvelle génération, mais aussi les efforts de R&D et d'innovation technologique qui permettront d'atteindre cette neutralité carbone en 2050. Merci beaucoup. D'abord, merci de cette invitation. Merci d'avoir accepté que je puisse faire cette présentation depuis Toulouse. Merci des propos introductifs qui a très bien, je trouve, cadré les enjeux, la situation du transport aérien aujourd'hui. Et donc, je vais donner un certain nombre d'éclairages sur ces défis, et notamment celui de la décarbonation du transport aérien. Donc, peut-être que vous pouvez parler un peu plus fort aussi pour les questions d'enregistrement. D'accord, j'essaye de parler plus près, plus fort. Vous m'entendez? Oui, c'est mieux.
Donc, sur la slide suivante, que je vais passer assez vite, sont rappelés les grands chiffres, hein. Les 2,5% de CO2 émis par l'aviation comparé à l'ensemble des émissions mondiales. 3,5% si on compte les effets non CO2, donc les autres émissions des avions ainsi que les fameuses traînées de condensation. Ce qui est intéressant, c'est que le secteur, par nature, je dirais, a une dimension fortement internationale. Et donc, il s'est mobilisé au niveau international pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça s'est traduit par deux engagements forts. Le premier engagement, 2021, c'est celui de l'industrie aéronautique internationale, c'est-à-dire les associations représentant les compagnies aériennes, les constructeurs, les services de navigation aérienne et les aéroports, se sont collectivement engagés au net zéro, donc à atteindre la neutralité carbone en 2050. Et l'année suivante, 2022, l'Assemblée de l'OACI, qui réunit ses 193 membres, a également adopté un objectif de neutralité carbone en 2050, ce qu'on appelle les LTAC, Long Term Aspirational Goal. Donc je pense que c'est un exemple assez unique où on a un engagement mondial à la fois de l'industrie et des États, les deux travaillant ensemble pour décarboner le secteur aérien. Pour cela, on a établi une trajectoire, qui est sur la slide suivante. Alors, cette trajectoire donc, tient compte de la croissance du trafic aérien qui a été assez développée précédemment. On fait aujourd'hui en moyenne 2% de gain de performance chaque année dans l'aérien. Gain de performance qui vient donc à la fois des améliorations technologiques, techniques des avions et d'une meilleure utilisation opérationnelle. Mais on l'a dit, la croissance est plutôt sur une tendance à 3,6%. Donc si on ne faisait rien, les émissions continueraient d'augmenter. C'est la courbe du haut. Le premier effet qui a aussi été mentionné, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération d'avions depuis 2015. Chez Airbus, tous les avions que nous produisons maintenant sont des avions qui ont été mis sur le marché après 2015 et qui réalisent entre 20 et 25% de moins d'émissions de CO2. Et il n'y a que 25% des flottes aériennes actuelles qui sont équipées de ces nouveaux avions. Donc le remplacement va mécaniquement réduire les émissions de CO2. Le deuxième levier, qui va arriver un petit peu plus tard, à partir de la prochaine décennie, c'est la mise en service d'une nouvelle génération d'avions avec des technologies de rupture ou des améliorations technologiques sur les types d'avions existants. C'est la courbe bleu foncé. Ensuite, il y a des améliorations opérationnelles, des routes plus directes, des meilleures trajectoires, une amélioration de la performance du trafic aérien, 7%. Et enfin, la grosse partie, on l'a déjà dit, ce sont les carburants durables qui peuvent réduire de 80 voire 90% sur un cycle complet les émissions des avions. Il restera quand même une partie résiduelle qui est en grise et qui devra faire l'objet de carbone removal, donc de réduction de carbone, soit par des processus naturels, reforestation, soit par des processus technologiques, carbone capture et séquestration. Donc c'est à l'intérieur de cette trajectoire et de ces objectifs qu'un industriel comme Airbus agit. Alors comment on le fait? La slide suivante rappelle ce que vous avez déjà dit, c'est que je pense qu'on a sauté une slide. Hein. Voilà. Donc, on l'a déjà dit, on est dans un marché où la demande est revenue très forte. On a enregistré 2000 commandes l'an dernier. On a livré un nombre d'avions assez sensiblement inférieur, ce qui veut dire que notre 735 livraisons, ce qui veut dire que notre carnet de commandes continue d'augmenter puisqu'il atteint aujourd'hui à peu près 8500 avions. Donc à peu près 10 ans de production.
Donc la première chose, c'est d'augmenter cette production. Et on va donc progressivement monter cette production pour stabiliser notre carnet de commandes et capable de délivrer ces avions. Alors, on a parlé d'un doublement des flottes mondiales, mais il faut voir que ces avions ont un effet bénéfique, puisqu'il y a un marché de croissance, mais il y a aussi un marché de renouvellement, qui est assez important, parce que la différence de performance de ces avions par rapport à la génération précédente fait que les compagnies aériennes sont très incitées à renouveler les avions. Et notamment, le Covid a mis un peu hors circuit un certain nombre d'anciens avions qu'il serait coûteux de remettre en service, et donc ça a accéléré ce renouvellement des flottes. Donc ce marché de renouvellement va lui aider la décarbonation. Après, il y a un marché de croissance qui, comme c'était dit, vient notamment beaucoup des pays en voie de développement où le niveau de trafic est inférieur. Donc, on doit à la fois fournir cette demande et le fournir avec des produits de plus en plus performants et qui vont contribuer fortement à la réduction des émissions de CO2. Et pour cela, on a pris des engagements chez Airbus SBTi, Science Based Target, qui veut dire qu'on respecte l'idée du budget carbone de l'aviation, qui est notamment défini au niveau de l'Agence internationale de l'énergie pour s'intégrer dans les accords de Paris. Ça se traduit pour le scope 1 et 2, c'est-à-dire nos procédés industriels, les émissions qui sont vraiment liées à la production d'avions, à une réduction de 63% de nos émissions d'ici 2030, comparé à 2015. Et pour ce qui est le scope 3, donc les émissions des avions que nous vendons, et qui représentent, ça a été dit précédemment, la plus grosse part des émissions, on a pris un engagement très fort, puisqu'on a prévu de diminuer l'intensité carbone de ces avions de 46%, donc de près de la moitié, à l'horizon 2035. Aujourd'hui, nos avions font à peu près 65 grammes de CO2 par kilomètre passager transporté, ou à peu près 2 litres au 100 km. C'est déjà une performance. Il va falloir continuer à améliorer cette performance. Alors, ça se fait au niveau de nouvelles technologies. Ça se fait bien sûr au niveau de l'utilisation des carburants durables. Alors, aujourd'hui, slide suivante, nos avions sont capables d'emporter jusqu'à 50% de carburant durable. On a prévu de les rendre capables d'emporter 100% de carburant durable à partir de 2030. Et donc, les avions qu'on va livrer en 2030 et qui vont pouvoir voler jusqu'en 2050, date où on veut atteindre la neutralité carbone, auront cette capacité d'emporter jusqu'à 100% de SAF et donc de réduire très très fortement leur empreinte carbone. Alors là, vous avez les chiffres de la dernière génération d'avions que j'ai mentionné. Vous voyez que toute la gamme réalise une diminution très importante des émissions de CO2, également d'ailleurs des bruits perçus au sol. Sur la slide suivante, les idées de progrès pour la prochaine décennie. On travaille sur toutes les parties de l'avion. Donc la première partie, ce sont les ailes. On peut encore améliorer le design des ailes et gagner significativement, avec moins de résistance à l'air, la performance de l'avion. On peut changer le dessin lui-même de l'avion. Vous avez en haut à gauche ce qu'on appelle une aile volante, c'est-à-dire un format beaucoup plus compact qui est assez performant, qui est plus innovant, donc on ne verra pas sans doute sur le marché tout de suite, mais que nous avons également mis à l'étude. Et puis, bien sûr, il y a la motorisation. Donc, on travaille notamment avec nos partenaires de Safran et General Electric sur une nouvelle génération de moteurs. On va tester notamment sur un A380, le projet RISE de Safran et General Electric, un Open Fan, dont on espère encore une amélioration de la performance. Et puis, l'autre volet, c'est l'hybridation et l'hydrogène. Alors, on peut peut-être passer à la slide suivante. Pourquoi l'hydrogène? Vous savez sans doute, l'hydrogène par rapport au poids est 3 fois plus puissant, 3 fois plus énergétique que les carburants. Donc, ce qui compte dans l'aviation, c'est le rapport poids-puissance, c'est-à-dire ce qu'on emmène en l'air, est-ce que ça délivre comme énergie. Donc, l'hydrogène est 3 fois plus puissant que les carburants traditionnels. Et en plus, de l'hydrogène et de l'oxygène, ça fait de l'eau et pas du carbone. Donc, ça permet d'avoir une énergie décarbonée. Bien sûr, il faudra la produire de manière à ce que ce soit vraiment décarboné. Donc, on parle d'hydrogène vert.
cas décarbonés. Ça va nécessiter un changement technologique important au niveau de l'avion. L'inconvénient de l'hydrogène, c'est qu'il prend beaucoup plus de place, et donc on va le liquéfier, moins 253 degrés. Et puis donc, on va devoir changer un petit peu le design des avions pour adapter notamment le réservoir de liquide hydrogène pour pouvoir le loger. Aujourd'hui, les carburants sont dans les ailes, on n'aura pas cette place, donc on va le mettre dans une partie du fuselage, ce qui va faire qu'au début, on aura des rayons d'action un peu plus limités, mais si la technologie montre toutes ses capacités, il n'y a pas a priori de limite à pouvoir ensuite développer des avions de plus grande importance. Alors il y a deux systèmes de propulsion qui sont mis à l'étude aujourd'hui. C'est soit brûler de l'hydrogène dans un carburéacteur, comme on le fait avec du carburant aviation, soit on utilise l'hydrogène comme ça se fait sur des véhicules comme les bus et comme pile à combustible, et donc on actionne un moteur électrique. Les deux sont à l'étude aujourd'hui, on n'a pas fait de choix définitif, mais donc ce sont deux façons d'utiliser l'hydrogène, et on voit qu'on rejoint en fait l'idée de l'électrification, puisque à la base, que ce soit d'ailleurs pour l'hydrogène pur ou les carburants synthétiques, on part d'une énergie électrique décarbonée, et ensuite à bord de l'avion, on a un combustible qu'on peut transformer aussi en puissance électrique pour notamment des moteurs à fuel cell. En même temps, ce qui est nouveau, c'est qu'il faut développer l'écosystème hydrogène en France. On est dans les programmes hydrogène de la France. Et on a un concept pour commencer à travailler dessus. Donc, l'avion hydrogène, on prévoit son introduction en 2035. Donc, pour que l'écosystème se prépare, on a un concept de hub sur les aéroports, notamment en partenariat avec Lyon et les aéroports de Paris, qui est de distribuer d'abord de l'hydrogène pour des véhicules terrestres, des camions, des autobus ou des flottes captives sur l'aéroport, et donc installer un écosystème qui servira d'abord au transport terrestre, les aéroports étant souvent des plateformes logistiques, et ensuite aux avions. Dernier point, donc on a beaucoup parlé des carburants durables. Nous ne sommes pas, dans le dernier slide, un producteur de carburants durables, mais on a un rôle important à jouer. Le premier, c'est de qualifier ces carburants. Le deuxième, c'est donc d'arriver à trouver des carburants qui puissent aller jusqu'à 100% dans nos avions. Et enfin, de stimuler les politiques, l'écosystème, comme je l'ai montré sur l'hydrogène pour les aéroports, de manière à ce que petit à petit, là on travaille aussi avec l'OACI, avec l'Union européenne, qui a mis en place un mandat, avec les États-Unis qui ont mis en place des taxes crédits, et avec beaucoup de partenaires. On a fait une déclaration avec Total, qui s'est engagé sur 1,5 million de tonnes de SAF en 2030. On a signé des accords avec Nestlé, avec Landlaget, etc. Donc, être un stimulateur, un catalyseur de ce développement des carburants qui fait pratiquement 50% de la solution. Alors évidemment, des avions de plus en plus performants, pour revenir à la question précédente aussi des prix, c'est des avions parce que les carburants durables sont plus chers, mais à partir du moment où on a des avions de plus en plus performants, on va réduire aussi le coût additionnel des SAF par la performance de son avion. Et c'est pour ça que nous travaillons à la fois sur la performance de l'avion, des avions ultra efficaces dans la prochaine génération, capables de prendre 100% de SAF, ça va ensemble, à la fois écologiquement et économiquement. Voilà, j'arrête là, je pense qu'on va faire une transition sur les SAF, et puis bien sûr, je pourrais revenir sur tous ces points lors des questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Marc. Effectivement, nous allons maintenant parler de la question des carburants durables, le remplacement progressif du kérosène par des combustibles liquides non fossiles à fort contenu énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour remplacer le kérosène, nous avons la solution des carburants aviation durable, ou Sustainable Aviation Fuel. Et à plus longue échéance, on vient d'en parler, de l'hydrogène. Donc ces carburants aviation durable peuvent être produits par différentes voies, sous réserve de créer les unités de production industrielle. Ces voies sont les biocarburants à partir de biomasse végétale, d'huile de cuisson, usagée ou de graisse animale. On trouve également les électrocarburants, qui sont produits
produits à partir d'eau et de carbone captés dans l'atmosphère. Ces derniers nécessitent toutefois le recours à de l'électricité verte en Cela vient d'être évoqué, le règlement européen RefuelEU d'octobre 2023 fait passer la part de carburant durable dans 2% en 2025 à 6% en 2030 pour atteindre progressivement 70% en 2050. Compte tenu des enjeux spécifiques à la biomasse et des quantités majeures d'électricité verte nécessaires pour produire ces électrocarburants, les carburants pour aviation durable présenteront un coût élevé. Et le secteur aéronautique sera également confronté à une concurrence pour accéder à ces énergies décarbonées, concurrence sur les matières premières, donc sur la biomasse, et aussi concurrence sur les usages pour utiliser ces carburants. Donc des arbitrages seront nécessaires. Je propose d'évoquer ces points avec Florence Delprat-Janou, directrice du Centre de résultats produits énergétiques à l'IFPEN. Je vous remercie pour cette présentation. Donc, effectivement, j'essaie de parler plus fort. Voilà. Effectivement, je vais commencer par vous rappeler pourquoi en fait on parle de SAF et pourquoi on attend de l'introduction des SAF des objectifs aussi importants en termes de décarbonation du transport aérien. Et puis après, j'en viendrai sur les enjeux et on en discutera source, on discutera coûts, etc. Donc tout d'abord, juste rappeler, ça a été dit que les SAF, en fait, c'est une source d'énergie renouvelable. Une source d'énergie renouvelable, donc à partir de biomasse, hein, vous l'avez dit, quand on dit à partir de biomasse, c'est l'huile de cuisson usagée, par exemple, et la biomasse, ce sont des résidus, j'insiste sur le terme résidus agricoles, résidus sylvicoles. Alors, l'intérêt des SAF, c'est justement qu'ils ont une composition chimique qui est très proche, en fait, de celle du kérosène conventionnel. Et bien entendu, ils répondent à des critères de durabilité qui ont été fixés par l'OACI, en termes, bien entendu, de réduction des émissions de CO2, mais on va dire de façon plus générale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes d'utilisation raisonnée de l'eau, utilisation raisonnée de produits chimiques, etc. Donc, le principe du SAF, c'est justement d'utiliser une matière première biologique. Alors, évidemment, quand vous brûlez un SAF, vous allez émettre du CO2, mais comme ce CO2, en fait, il provient de la biomasse et donc il a été capté dans l'atmosphère par les végétaux, c'est ce qui vous permet d'atteindre des taux de réduction en termes d'émissions de gaz à effet de serre de 80 voire 90%, comme l'a cité Monsieur Ami tout à l'heure. Voilà. Donc l'avantage des SAF, c'est aussi le fait que, ça a été dit aussi, mais je souhaite le rappeler, que c'est un des moyens qui est le plus rapide à mettre en œuvre, puisque ça a été dit aussi, les avions sont prêts aujourd'hui, hein, on peut aujourd'hui embarquer sans problème jusqu'à 50% de SAF dans des avions, et puis très prochainement, ce sera 100%, on y travaille et on a des solutions pour le faire. Autre point aussi, les technologies de production, vous l'avez dit, Monsieur Moulinier, elles sont prêtes aujourd'hui. On a 11 technologies de production qui sont aujourd'hui certifiées par l'ASTM, qui est l'organisme qui régit la sécurité et les performances des carburants d'aviation. Et on en a 7 autres qui sont aujourd'hui en cours d'évaluation. Voilà. Donc voilà pourquoi, en fait, on attend des SAF une contribution importante dès 2030. Voilà aussi pourquoi la réglementation est mise en place. Donc, vous avez rappelé les objectifs d'incorporation fixés par Refuel Europe. Je veux juste rappeler que la France a été quand même pionnière en la matière, puisqu'elle a fixé dès 2022 un mandat d'incorporation de SAF dans les carburants aériens. On a les États-Unis aussi, hein, qui se sont fixé un objectif de 100% de SAF en 2050. Le Japon a fixé un objectif d'incorporation de 10% en 2030. Donc en fait, je rebondis sur ce que disait Monsieur Ami. C'est vraiment une démarche à l'échelle mondiale qui allie industrie et pays en termes d'engagement. Maintenant, si on fait un point sur le développement de la filière. Aujourd'hui, on a malheureusement, j'ai envie de dire, que quelques centaines de kilotonnes de SAF qui sont commercialisées auprès des compagnies aériennes par an. Et
juste un chiffre, hein, en 2030, le IATA, donc l'Association du transport aérien international, estime une capacité de production de 20 millions de tonnes. C'est énorme, hein, le gap, il est énorme, mais on a un certain nombre de projets qui sont en train d'être déployés. Donc, on observe aujourd'hui une dynamique très, très importante en termes d'industrialisation des technologies de production de SAF partout dans le monde. Je vais juste vous donner un chiffre, c'est 88 projets qui sont en train d'être préparés pour la production de SAF à grande échelle en Europe, et c'est 103 si on rajoute le Royaume-Uni et la Suisse. Voilà. Tout ça pour dire qu'on a une dynamique qui est en place aujourd'hui. J'ai juste envie de vous donner un exemple, qui est un exemple français, qui est un exemple qu'on connaît bien à IFEN, puisque c'est le fruit d'un travail de 15 ans de recherche dans nos laboratoires. Ça prend du temps de développer des procédés de production du carburant. Donc c'est dans nos laboratoires, mais aussi en partenariat. Donc en partenariat, bien entendu, avec Axens, notre filiale qui commercialise ces projets, mais aussi avec Avril, avec le CEA, avec Total Energy, avec ThyssenKrupp. Ce projet, c'est la technologie BiotiFuel, donc de production de biokérosène par voie thermochimique. C'est une des technologies. Et surtout, l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle permet d'avoir en entrée une gamme variée d'intrants, donc à la fois de résidus agricoles et à la fois de résidus forestiers. C'est extrêmement important parce que la biomasse, elle est plus ou moins disponible en fonction des saisons, etc. Et donc ce projet d'industrialisation, en fait, il est porté par Élise Énergie, et l'objectif, hein, c'est de construire et d'opérer une unité industrielle en France qui produira la première goutte de biokérosène dès 2028. Donc, à partir de biomasse, résidus forestiers, résidus agricoles, et on va coupler, en fait, avec l'introduction d'hydrogène, parce que introduire de l'hydrogène, ça permet à peu près de doubler la production de SAF pour un même volume de biomasse. Vous voyez qu'il y a aussi un couplage entre différentes technologies qui est extrêmement intéressant. Donc là, on produit, comme on dit, des e-biofuels, à la fois des e-fuels et des biocarburants. Ce projet, il vise donc une production de 75 000 tonnes de SAF à partir de 2028. C'est 75 000 tonnes, c'est quand même 15% de la demande SAF en France à horizon 2020. Donc c'est un projet parmi d'autres, et c'est un projet qui est ancré sur la zone de lac, parce que bien entendu, ces projets, ils se construisent en concertation avec le territoire. Pour être très clair, hein, il ne s'agit pas d'aller chercher la biomasse sur des centaines de kilomètres. Hein. Le rayon était quand même relativement limité. Donc, si j'en viens maintenant aux enjeux, et je peux rebondir sur ce que vous avez dit, l'enjeu, c'est vraiment un déploiement à grande échelle. Et quand on dit déploiement à grande échelle, on pense à la biomasse, bien entendu. Hein. La biomasse qui est une ressource clé, bien entendu, pour la production de biocarburants pour décarboner l'aérien, mais pas que. La biomasse, c'est aussi une ressource clé pour un certain nombre de secteurs qui doivent aussi faire leur transition. Donc, elle est appelée évidemment dans les secteurs de la bioénergie comme source d'énergie pour d'autres applications que l'aérien, comme source de chaleur. On fait appel à la biomasse aussi pour faire de la chimie biosourcée, pour décarboner aussi une partie de la chimie, pour la construction, etc. Et bien entendu, il faut garder en tête que la production agricole, elle va aller en priorité à l'alimentation. Tout ça pour dire, et vous l'avez dit, qu'on a une question de priorisation des usages de la biomasse, et c'est aussi pour cela qu'on va la cibler de façon préférentielle sur des secteurs qui ont peu ou pas d'alternatives, comme le transport aérien. Ça a été dit par mes collègues tout à l'heure. Il n'en reste pas moins que la biomasse est aussi aujourd'hui une ressource qui est une ressource mal connue. On n'a pas aujourd'hui de filière d'approvisionnement de la biomasse qui est structurée. Donc, on a un certain nombre de travaux en cours
dans les instituts de recherche, en partenariat avec les coopératives agricoles, sylvicoles, etc. Et bien entendu en partenariat avec l'État, qui sont des travaux pour répertorier la biomasse, la cartographier, la caractériser et notamment caractériser aussi, essayer d'anticiper son évolution en fonction du changement climatique. Donc ça, ce sont des efforts qui sont aujourd'hui en cours et qui sont extrêmement importants pour les déploiements à grande échelle des projets. À côté de ça, on travaille aussi sur la diversification de la biomasse. Je vous ai parlé de résidus agricoles, je vous ai parlé de résidus sylvicoles. On travaille aussi sur les déchets et notamment les déchets ménagers qui sont aussi une source de biomasse pour faire notamment des biocarburants. On travaille aussi sur l'amélioration des rendements pour mieux valoriser cette biomasse. Et je vous ai parlé de l'introduction en hydrogène, mais il y a aussi d'autres travaux qui sont en cours. Et bien entendu, on travaille aussi sur l'amélioration du rendement en SAF, parce qu'il faut savoir qu'une bioraffinerie, ça produit du biokérosène, du e-kérosène, etc. Mais ça produit aussi d'autres coproduits, comme par exemple du CO2, comme par exemple du biogaz, qu'on doit aussi valoriser. Donc tout ça, ça fait partie de cet écosystème sur lequel on travaille. Quand on travaille sur une technologie de production de carburant durable, donc de SAF, on travaille aussi sur tous les gros produits pour pouvoir améliorer les rendements. Alors j'en viens maintenant au coût. C'est vrai et c'est tout à fait clair qu'aujourd'hui, les SAF ont un coût qui est supérieur en fait au kérosène conventionnel. C'est bien normal parce qu'on va travailler à partir d'une matière première qui est quand même beaucoup plus compliquée à traiter. Ce coût, on l'évalue entre, on dit qu'un biocarburant, il est entre 2 fois jusqu'à 8 fois si on est sur la partie électrocarburant. Aujourd'hui, ce sont les estimations plus chères qu'un kérosène fossile. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, et je rebondis sur ce que vous disiez, Monsieur Café, c'est que la filière aujourd'hui, elle n'est pas déployée. Donc, on n'a pas la filière notamment d'approvisionnement de la biomasse, elle n'est pas déployée. Et en fonction des technologies, la part du coût d'approvisionnement de la biomasse, il peut être extrêmement important. Il est même parfois majoritaire. Donc, bien entendu, on va travailler sur cet approvisionnement de biomasse, les filières vont se déployer, on va améliorer les technologies et je partage votre point, on va réussir à baisser les coûts. On l'a déjà vu sur un certain nombre de filières, je pense par exemple à l'éolien, au photovoltaïque, avec le déploiement à grande échelle des technologies, on dérisque, on améliore les performances et on baisse les coûts. Merci beaucoup Florence. Je vous propose maintenant de regarder un autre facteur de réduction des émissions qui est l'optimisation des procédures opérationnelles en vol comme au sol et donc la sécurité des échanges de données pour ces opérations. Pour les opérations en vol, le premier facteur de réduction des émissions est l'amélioration du taux de remplissage des avions. Les autres facteurs de réduction, d'amélioration des opérations en vol sont déjà partiellement déployés. Il s'agit de l'optimisation des trajectoires, des cheminements libres, des descentes et des montées continues qui s'appuient sur la navigation par satellite et une gestion évoluée des arrivées et des départs qui permettent de... L'optimisation de ces opérations requiert des moyens de communication et de collaboration qui permettent au final une trajectoire de vol plus éco-responsable en recherchant un optimum global. L'interconnexion, la collaboration, la transmission de données, partage et l'exploitation de l'information, sécurité, permettent d'augmenter l'efficacité opérationnelle en vol comme au sol, s'accompagnent de préoccupations critiques en matière de cybersécurité, qui doivent être intégrées dès la conception des outils, mais aussi tout au long de leur cycle de vie en phase opération. Je souhaite maintenant d'aborder ces sujets avec Ludovic Simon, manager innovation des opérations chez Thales Avionics. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Table ronde. Effectivement, on vient de parler de décarbonation et moi je vous propose de parler de cybersécurité. Alors, c'est un grand écart sur lequel je vais essayer d'être agile. Et vous avez évoqué, Stéphane, la manière de rallier ces deux mondes, c'est finalement l'optimisation des vols.
L'optimisation des vols, c'est aussi un levier sur lequel des acteurs comme Thales ont plus de facilité pour actionner, en tout cas pour faire partie de cette nécessité de décarboner l'industrie. Donc l'optimisation des vols, c'est pouvoir atteindre jusqu'à 5 à 10% de gains carburant, et ça de manière immédiate, c'est-à-dire sans rupture technologique. C'est la raison pour laquelle on met tous nos efforts pour essayer, dans un premier temps, d'être capable de pouvoir mesurer cette empreinte. La mesure de cette empreinte, notamment pour les raisons climatiques, c'est être capable de mesurer l'empreinte CO2, mais aussi, comme évoqué par Marc-Camille, l'empreinte non CO2, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux traînées de condensation et au relâchement des NOx, qui vont avoir un effet soit endo ou exothermique sur l'atmosphère. Donc, il n'est pas évident de connaître immédiatement l'impact, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de collecter énormément de données issues de vol, les données environnementaux, pour avoir les modèles précis et pouvoir programmer les prochains vols au regard de ces optimisations climatiques. En disant ça, on commence à pointer du doigt une donnée, une ressource essentielle, la donnée. De la même manière, quand on fait une optimisation du vol, mais cette fois-ci en vol, un pilote ne prend pas l'initiative d'engager une nouvelle trajectoire. C'est un travail collaboratif entre les opérateurs qui vont être au sol, son centre de contrôle, la compagnie aérienne, le gestionnaire du trafic aérien, les aéroports, et aussi le pilote lui-même. Ils vont devoir collectivement calculer cette nouvelle trajectoire, ce nouveau profil, valider collectivement et engager immédiatement pour aller chercher ces gains, ces petits gains. Donc, pour réaliser ces éléments-là, il y a un élément qui est fondamental et qui apparaît de manière assez évidente, c'est la coordination. On a parlé de données, ils vont devoir échanger des données, mais ils vont aussi devoir collaborer au travers de moyens de connectivité. On parle ici de l'avion connecté et plus globalement de l'aviation connectée, qui est du coup un élément, un enabler fondamental pour pouvoir atteindre ces optimisations. La question cependant reste la suivante. Que se passe-t-il si ces données sont interceptées? Que se passe-t-il si ces communications sont brouillées? Quel est l'impact sur la sécurité du vol? Et on commence du coup à voir le lien qu'il peut y avoir entre optimisation du vol et cybersécurité. Un lien qui devient essentiel, un enjeu majeur. Nous avons besoin de cybersécuriser nos avions et plus globalement toute la filière. Alors j'ai volontairement axé sur l'avion connecté, mais la cybersécurité, ça touche tous les acteurs de la filière. Pas uniquement les constructeurs, pas uniquement les OEM, mais aussi les opérateurs, leurs sous-traitants, leurs fournisseurs. L'idée toute simple, c'est qu'une data, une donnée qui est compromise, elle peut se propager de système en système. Et ça, si on ne met pas les contre-mesures nécessaires pour l'identifier ou pour l'intercepter. Titre simplement d'information, donc Eurocontrol, tous les ans, publie son rapport d'analyse sur les attaques cyber. Et dans le rapport de 2022, elle annonce que 2700 attaques environ ont été reportées et elles ont touché tous les acteurs, autant les OEM, autant que le gestionnaire du trafic aérien, que les aéroports et, bien entendu, les utilisateurs de l'espace aérien, les compagnies aériennes. Celles-ci ont été touchées de manière privilégiée, 76% du temps. Et les motivations, on va dire, de ces attaques étaient principalement pour des raisons financières ou voler des données sensibles à haute valeur ajoutée. En d'autres termes, aujourd'hui, la sécurité des vols n'est pas compromise. On reste encore dans un état où les barrières et les moyens qu'on a mis en place sont on comprend bien que l'environnement est en pleine dynamique. Il y a une dynamique sur laquelle on fait face et la filière aéronautique internationale est en train de se construire. L'OACI, l'IATA sont en train de mettre en place les règles qui vont gérer l'écosystème de l'aviation. Et elles s'appuient sur les grands industriels comme Airbus, comme Thales, les opérateurs, pour définir ces règles et notamment mettre en place le système de gestion de la sécurité de l'information. En anglais, on parle de ISMS, Information Security Management System. L'EASA, par exemple, a diffusé en 2022 la part IS, Information Security, sécurité d'information, et a donné accès aux moyens de mise en conformité dès l'année dernière. Donc, on se rend compte que tout le monde va devoir se mettre en conformité au regard de ces grandes règles qui nous régissent. Et tout ça pour pouvoir fournir ou exploiter des équipements et des systèmes cybersécurité.
Alors, la cybersécurité, c'est quoi? La cybersécurité, c'est être résilient à des actes intentionnels, possiblement malveillants. Possiblement. De manière plus concrète, c'est par exemple voler des données passagers. On sera en train de pouvoir faire du shopping dans son système d'entertainment, enfin de divertissement IFE. On parle ici de confidentialité de la donnée. C'est aussi brouiller les communications ou faire du déni de service, envoyer des messages pour compromettre l'accès à un service. On va parler ici de disponibilité de l'information. De manière plus globale, c'est aussi intercepter, changer son authenticité ou changer, corrompre le données. On parle ici d'authenticité et d'intégrité. Ces 4 dimensions, confidentialité, disponibilité, authenticité et intégrité, eh bien, ce sont aujourd'hui des éléments qui font partie de nos analyses. Elles font partie de nos analyses pour pouvoir mettre en place les protections, nous protéger, mais aussi les surveiller. Les surveiller pour agir et réagir en cas d'attaque. En d'autres termes, notre priorité à nous, c'est de pouvoir garantir la sécurité et la résilience commerciale de ceux qui vont utiliser nos systèmes. Alors, quand on travaille chez Thales, c'est inscrit dans nos gènes, si je puis dire. C'est assez natif. La cybersécurité fait partie de l'essence même du groupe et on a nativement intégré ces règles dans nos processus d'ingénierie et dans nos processus de fabrication et de support. Et aujourd'hui, nous accompagnons à la fois nos fournisseurs, mais aussi nos clients à travers d'offres de services structurés pour pouvoir se mettre en conformité et pour pouvoir faire face à cet environnement. On va dire que nos équipements sont cyber by design. Elles sont conçues dans un référentiel de cybersécurité. Et nos activités ne se limitent pas à fournir des équipements avec les contre-mesures nécessaires. Elles sont là aussi, depuis la phase de conception, à surveiller cette vulnérabilité, les choix que nous allons faire dans ces équipements, logiciels, hardware, le surveiller aussi en opération, vulnérabilités qui peuvent être des failles possiblement exploitables. Cela sous-entend qu'il y a une continuité maintenant dans notre conception, dans la manière dont nous allons réaliser notre activité. On parle chez nous de maintien en condition de sécurité, qui est un élément essentiel et qui vient avec des objets qui sont de plus en plus connus. Alors, à titre d'illustration, on a développé un équipement qui illustre parfaitement l'ensemble des notions que je viens d'évoquer. On l'a appelé FlightLink Cyber Gateway, une passerelle de connectivité cybersécurisée, aussi la Viewcast. De manière un petit peu plus simple, elle permet de faire communiquer des systèmes critiques comme un système de gestion de la navigation, de gestion de contrôle du vol, avec les applications du pilote, sur lesquelles on va pouvoir notamment faire ces optimisations de vol. Pour vulgariser encore plus, cette passerelle de connectivité cybersécurisée, c'est la boîte Internet du pilote. Comme notre box Internet, nous avons tous chez nous, elle offre des services. Du Wi-Fi privé, un accès unique à Internet, du streaming, cette fois-ci non pas vidéo, mais du streaming des paramètres avioniques. Comme notre boîte Internet aussi, notre box Internet, elle est administrée à distance. Ça veut dire que nous pouvons surveiller la santé, les usages, les attaques éventuelles, et nous pouvons déployer les pages de correction sans avoir à envoyer des mécaniciens. Le faire over the air, nous disons, à distance. Ça permet quoi? De réduire significativement les coûts de maintenance, mais aussi de réagir rapidement, d'augmenter la rapidité à laquelle nous pouvons faire face à une menace et donc réduire le temps d'expédition. On comprend bien qu'on est face, pour obtenir la décarbonation et agir sur l'optimisation du vol, il va falloir augmenter, on va dire, la connectivité et la capacité à échanger des informations. Et ça amène un enjeu fondamental qui est la cybersécurité. Pour répondre à cet enjeu fondamental, ce n'est pas une réponse individuelle, c'est collectivement que nous allons pouvoir répondre à l'enjeu et aussi systémique. La problématique étant non plus de fournir uniquement des équipements, mais maintenant de faire en sorte que de manière continue, on puisse surveiller l'état de santé et pouvoir réagir au plus vite. Merci Ludovic. Pour terminer ce tour de table, je vous propose de donner la parole à Michael Bazin, directeur de projet de la filière aéronautique à la Direction générale des entreprises du ministère de l'Industrie, pour nous exposer en quelques mots l'action des pouvoirs publics pour accompagner les 4500 entreprises de la filière avec des outils tels que le Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC,
est un organe de concertation et de dialogue entre l'État et les industriels qui permet d'accélérer, de structurer les efforts de recherche et développement de la filière en cohérence avec le programme européen de CAI. Je pense aussi au comité stratégique filière ou au programme FRONT 2030 qui sont mobilisés pour lever les défis de l'innovation technologique, accompagner le financement de l'augmentation de capacité de production des entreprises de la filière et répondre aux défis des compétences. Merci beaucoup Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être ici pour parler d'un sujet qui évidemment nous touche directement. De mon côté, je triche un petit peu puisque j'ai à côté de moi un des principaux contributeurs à cet article, Adrien Poche, qui m'a aussi aidé dans la préparation de cette intervention. Donc on pourra répondre de pair sur les questions réponses à suivre. Le contexte, je vais pas revenir dessus, on l'a assez largement exposé ici, hein, mais Airbus a annoncé donc 800 avions pour l'année à venir. Ça crée en cascade toute une série de conséquences pour la filière avec des besoins de montée en cadence qui génèrent des difficultés de recrutement et des tensions sur les besoins en fonds de roulement de tout l'écosystème. C'est des bons problèmes, mais c'est quand même des problèmes et il faut que l'État et la DGE en premier lieu s'en saisissent et c'est ce qu'on cherche à faire depuis ces derniers mois. Le 15 décembre dernier, nous avons signé avec la filière aéronautique un contrat stratégique de filière qui est le fruit d'un travail étendu avec le GIFAS et plus largement l'ensemble des acteurs industriels. Il se décline autour de 3 thématiques. La décarbonation en premier lieu, avec par exemple des travaux en cours sur le recyclage des copeaux de titane, l'autonomie stratégique et la souveraineté, avec par exemple l'initiative Aéro-Excellence montée par le GIFAS qui permet de la montée en cadence, la montée en compétence de toute la sous-traitance. Concrètement, c'est l'ensemble des grands donneurs d'ordre qui se sont mis d'accord sur un référentiel d'audit commun qui permet à la sous-traitance de se préparer au mieux aux exigences à venir, que ce soit sur la durabilité, mais justement sur les enjeux de cybersécurité, et on pourra y revenir. Et enfin, le dernier point, les compétences, avec un nouveau partenariat qui a été signé avec France Travail. Alors, l'action de la DGE, plus particulièrement, elle s'articule aussi autour des enjeux de souveraineté. Et à ce titre, au cours de la relance, la DGE s'est particulièrement mobilisée et a été au chevet de l'industrie aéronautique pour pallier les arrêts de production notamment et permettre à une résilience de cette chaîne de valeur. Donc, durant la crise Covid, le plan de relance a eu un volet sous-traitant qui a bénéficié de 300 millions d'euros et qui a soutenu l'investissement, qui a soutenu 735 millions d'euros d'investissement privé dans plus de 400 projets d'entreprise. Ce fonds de relance aéro a d'ailleurs bénéficié du plan national de relance et résilience et bénéficié des financements européens. La relance, ça a aussi permis des initiatives concrètes pour la souveraineté et le renforcement de notre chaîne de valeur, avec par exemple une vingtaine de millions d'euros qui ont été investis sur des enjeux essentiels comme sur les enjeux de titane. À la suite de la crise sanitaire, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine avec une nouvelle crise, la crise énergétique d'abord. Et l'État s'est mobilisé dans le cadre des aides énergie aux entreprises et la DGE s'est bien sûr dans ce cadre. Mais aussi des questions sur notre dépendance aux approvisionnements depuis la Russie, notamment sur le titane. À ce sujet, nous avons travaillé avec les différentes administrations concernées, notamment la DIAMS, pour désensibiliser, pour mener un travail avec les grands donneurs d'ordre qui conduit à notre désensibilisation vis-à-vis des approvisionnements russes. Désensibilisation qui est aussi un équilibre à trouver par rapport à notre exposition aux fournisseurs, notamment américains. Et donc, nous avons mené ce travail de front avec Airbus et Safran notamment. À la suite des plans de relance, nous avons poursuivi nos travaux sur ces enjeux de souveraineté, puisque c'est un enjeu au long cours, notamment quand on voit, et Grégoire, vous le rappeliez, l'émergence d'acteurs comme Comac. Donc, ce travail sur la souveraineté se poursuit au-delà des crises. Nous avons travaillé avec la DGA pour identifier des projets de relocalisation qui sont cruciaux pour la filière. Ça concerne par exemple des fibres de carbone, mais il y a aussi d'autres sujets. L'enjeu est également, dans le cadre du CSF, comme je le disais, d'aller encore plus loin sur les enjeux de recyclage de copeaux de titane, et nous avons engagé un travail sur ce sujet. Sur les enjeux cyber, on vient d'en parler, c'est clairement un enjeu de souveraineté,
La DGE a accompagné le programme Air-Cyber avec le GIFAS et a lancé dans le cadre de France 2030 un programme cyber PME qui a été dessiné en lien avec la filière aéronautique, qui en est un des principaux bénéficiaires. Pour vous parler d'innovation ensuite, Stéphane, vous parliez du CORAC, c'est exactement un des axes majeurs de l'État pour soutenir l'innovation dans la chaîne de valeur aéronautique. Le CORAC, son engagement a été significatif au cours du plan de relance et dans France 2030 avec des fenêtres dédiées à chaque fois qui ont été annoncées. Et le président de la République, lors du dernier salon du Bourget, a confirmé que cet engagement de l'État se poursuivrait avec un engagement d'ici 2030 de soutenir le CORAC à hauteur de 300 millions d'euros par an. Le CORAC, ça permettra concrètement de financer les briques technologiques essentielles sur le développement d'un avion décarboné. Ça peut concerner des fuselages ou aussi des enjeux d'avionique. Et là-dessus, c'est la DGEC qui est à la manœuvre pour piloter ce programme qui est, je pense, reconnu par tous comme absolument central pour le développement d'un avion bas carbone. J'insiste peut-être sur ce sujet pour signaler que nous avons en France la chance d'avoir une filière aéronautique qui couvre tous les maillons de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'en allant plus vite sur la décarbonation, nous avons concrètement les moyens de décarboner le monde. C'est-à-dire quand vous avez 2,5% d'émissions associées à l'aéronautique aujourd'hui, il y en a à peu près la moitié qui est associée à Airbus. Si vous permettez d'accélérer sur l'avion bas carbone, uniquement grâce à des programmes français, vous permettez concrètement, grâce à des financements français, de toucher 1,5% des émissions, 75% des émissions globales. Il n'y a pas beaucoup de secteurs sur lesquels on peut avoir cette prétention. Et c'est vraiment un enjeu majeur dans notre approche de l'aéronautique et c'est ce qui fait notre force. Au-delà du CORAC, nous avons également fait le choix de soutenir des acteurs émergents. Parce que des acteurs comme Airbus travaillent sur l'innovation incrémentale absolument essentielle, mais il y a aussi des innovations disruptives que l'on doit pousser. Des innovations, on l'a vu dans les secteurs comme la biotech, par exemple, qui ne pourraient pas être soutenues par des gens comme Airbus, compte tenu des enjeux. Typiquement, un acteur émergent a connu un avion qui s'est crashé très récemment. Si Airbus avait eu le même type d'incident ou d'accident même, il y aurait vraisemblablement eu des incidences boursières. Donc on a la conviction que les acteurs émergents vont apporter des briques technologiques qui seront essentielles pour la décarbonation du secteur aérien et permettront concrètement d'accélérer aussi l'avion bas carbone. Quand je parle d'acteurs émergents, c'est des gens comme Aura Aero, c'est des gens comme Ascendance Flight Technology. C'est des gens qui aujourd'hui développent des modèles qui concrètement sont des avions de taille limitée, maximum 10 à 15 places, mais qui demain permettront, par l'intégration de briques technologiques, de développer des avions régionaux de plus grande taille. C'est un soutien sous la forme de subventions. Donc là, c'est un appel à projet dans France 2030 qui a soutenu 15 projets pour 75 millions d'euros, avec plus de 190 millions d'euros d'investissement privé. Mais c'est aussi un soutien en fonds propres. Et j'insiste là-dessus parce que le fonds French Tech Souveraineté a permis concrètement de soutenir ces acteurs émergents et de dépasser le premier round, qui est souvent le plus compliqué. Et on est aujourd'hui sur des levées de fonds qui sont beaucoup plus conséquentes pour ces acteurs. Et bien entendu, l'État et la DGE poursuivent son accompagnement aussi dans le cadre des programmes de type la mission French Tech. Quand je parle du soutien en fonds propres, et là je sors un petit peu du périmètre de France 2030, ça ne concerne pas que les acteurs émergents. On le voit, j'en ai parlé, il y a des enjeux sur les besoins en fonds de roulement. L'État s'est investi dans le cadre du plan de relance dans un fonds structurel qui s'appelle le fonds aéropartenaire, qui a été monté en lien avec Tikeo et les grands donneurs d'ordre. Ce fonds a permis concrètement de soutenir le développement des PME, de soutenir la consolidation au sein de la filière. Et donc, il y a eu un engagement qui a été pris lors de la signature du CSF de renouveler cette expérience. Et donc, on espère voir la conclusion de ce fonds dans les prochaines semaines. Il faut bien voir que c'est essentiel pour conserver en France les maillons de la chaîne de valeur systémique pour notre souveraineté. Les grands donneurs d'ordre affichent tous la prétention d'avoir face à eux en 2030 des sous-traitants qui ont une taille critique de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut que ce type d'instrument y contribue. Enfin, et j'irai plus rapidement sur les deux derniers enjeux qui sont les compétences et les enjeux réglementaires, puisqu'ils ne sont pas directement liés aux missions de la DGE.
Sur les compétences, la filière travaille d'arrache-pied. Lors du dernier salon du Bourget, il y avait une journée dédiée au recrutement. C'est plus de 30 000 recrutements qui sont annoncés en 2024 et en 2025. Et la convention qui a été signée avec France Travail vise justement à remplir cet objectif. Et donc la DGEFP est directement en lien avec le GIFAS et les principaux acteurs de la filière pour parvenir à ces objectifs. Sur les enjeux réglementaires, ils ont été déjà balisés. Effectivement, il y a des accords au niveau IATA et au niveau Refuel. Donc, je ne vais pas revenir dessus pour laisser la place aux questions-réponses. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Eh bien, excellente transition. Je vous propose de passer maintenant au tour de table. Questions-réponses. Alors, on va prendre les questions d'abord autour de table et ensuite à distance. Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez à tout moment écrire sur le chat pour ceux qui le souhaiteraient. Oui, alors. J'ai une question pour Marc Ami. Vous avez évoqué toutes les pistes pour décarboner l'aviation au niveau des structures, des ailes, des moteurs, carburant. Vous avez mentionné l'hydrogène, mais il y a une technologie que vous n'avez pas du tout mentionnée, sans doute parce qu'elle est très lointaine, voire utopique. Et je voudrais malgré tout en mentionner parce qu'il s'agit de l'avion électrique, mais pour les gros porteurs. Alors effectivement, ça paraît utopique pour l'instant, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais en présentant le sujet en sens inverse, c'est-à-dire que faudrait-il pour qu'un Airbus électrique puisse voler? À ce moment-là, on se rend compte qu'il faudrait des batteries qui ont une capacité de 6000 Wh par kilo. Les batteries actuelles des voitures Jean Zauret, c'était 200. On est passé aujourd'hui à 500, donc on a déjà fait un facteur 2 en même pas 10 ans. La recherche actuellement est autour de 1000, et ce n'est pas industrialisé, mais ça devra l'être. Et donc, il n'y a plus qu'un facteur 6 à franchir pour parler d'un Airbus électrique. Alors, mon propos, il est prospectif, bien entendu, mais quand on prend l'exemple de la voiture, l'hydrogène Council, quand il a été démarré, ne visait que la voiture hydrogène. C'était ça la motivation. Aujourd'hui, on voit bien que la motivation de l'hydrogène Council est passée à autre chose parce que la voiture hydrogène n'est pas un vrai sujet dans la mesure où le match entre voiture électrique et voiture hydrogène qui animait des débats comme celui d'aujourd'hui il y a 10 ans n'existe plus. J'ai moi-même conduit une voiture hydrogène en 2000, à une époque où les voitures électriques n'existaient pas. Mon point prospectif, c'est que l'hydrogène dans la mobilité terrestre a démarré avant l'électrique, mais l'électrique l'a très rapidement dépassé. Donc ma question prospective un peu provocante est la suivante. Est-ce que dans l'aviation, on ne va pas avoir le même phénomène, c'est-à-dire que l'avion hydrogène qui est dans les cartons risque à l'horizon 2050 d'être dépassé par l'avion électrique, d'autant plus qu'il y a déjà des projets d'avions électriques pour des avions régionaux. Et en ce qui concerne les taxis volants, par exemple, ils ne peuvent être que électriques à cause de la puissance au décollage, à cause du décollage vertical. Donc, il y a un facteur 6 à franchir, c'est beaucoup, mais en même temps, sauf à me démontrer que c'est impossible physiquement, auquel cas il faudra oublier, mais si ce n'est pas le cas, c'est un vrai sujet à regarder. Un petit commentaire, parce que je crois que la question était pour moi. Airbus a beaucoup étudié la question de l'électricité à bord. Et effectivement, les progrès n'ont pas été assez rapides pour qu'on puisse s'engager dans un programme commercial, donc des avions de plus en place sur de la batterie. Ça ne veut pas dire qu'effectivement l'avion électrique n'existe pas ou n'existera pas. On pense aujourd'hui que la limite se trouve autour des avions de 20 passagers
dans ce qu'on peut connaître de la technologie et prévoir de la technologie à court moyen terme. Donc il y aura sans doute une segmentation du marché, comme on peut le voir d'ailleurs dans l'automobile aussi, puisque je suis dans le Conseil national de l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas exclu pour les transports terrestres aujourd'hui, pour les autobus, pour les camions, donc des transports plus lourds, voire pour des besoins automobiles qui auraient besoin d'un peu plus de distance que la batterie, qui pose à la fois un problème d'autonomie, de puissance, mais aussi de temps de recharge, et donc de temps de rotation. Donc, on a exploré le secteur, d'autres continuent d'explorer le secteur. Aujourd'hui, on arrive à peu près à cette segmentation du marché. Donc, sachant que nous, je parlais de moteur hybride, il y aura de plus en plus d'électricité à bord. On a été initiateur des commandes électriques, il y a beaucoup d'électricité. Et encore une fois, l'hydrogène qui anime des moteurs électriques par un système de pile à combustible, c'est aussi d'une certaine manière un avion électrique. Donc il n'y a pas de frontière intangible, mais à partir du moment où on est quand même dans une course contre la montre pour décarboner, il faut qu'on puisse avancer à jour avec des solutions qui paraissent suffisamment matures pour pouvoir être mises sur le marché dans l'échéance qui nous incombe. Donc on a vu qu'aujourd'hui, on a une génération à renouveler avec des performances accrues. Dans la décennie suivante, on repasse à une performance accrue avec des améliorations technologiques et avec l'avion à hydrogène. Mais évidemment, l'histoire de l'aviation ne va pas s'arrêter là. Et cette question de la décarbonation, de l'avion décarboné va se poursuivre dans les décennies qui suivent et en fonction de l'évolution des technologies. Donc, il pourra y avoir d'autres innovations. Mais aujourd'hui, je dirais que on n'a pas effectivement la solution technique, ni disponible, ni en vue à suffisamment court terme pour prévoir un programme d'avion électrique de plus de 100 places. Merci. J'aurais pour ma part deux questions. Pardon, je vous passerai la parole juste après. D'une part, concernant les prévisions de trafic, c'est l'élasticité au prix concernant les compagnies low cost. Dans quelle mesure est-ce que ça peut jouer, dans la mesure où elles sont assez sensibles a priori, enfin leur clientèle peut être très sensible à ça. Et d'autre part, les aspects réglementaires sur, alors ce qu'on a vu en France, mais qui existe aussi un peu en Europe, sur les moyens courriers, visant à dire on privilégie les transports non-avions, disons, lorsqu'il existe des solutions à peu près rapides sur des courtes distances. Est-ce que ça affecte sensiblement ou est-ce que c'est très peu sensible dans vos prévisions? Sur le premier point de l'effet prix, en fait, le point est très bon. Toute la croissance qu'on a observée depuis les années 2000, peut-être un peu après, c'est porté par low cost. C'est ça. En fait, quand vous faites l'analyse des contributifs à la croissance par segmentation de compagnies traditionnelles, type Air France versus un low cost, ce qu'on observe, c'est que les compagnies traditionnelles, on est globalement sur une croissance atone. Et toute la croissance qu'on observe au niveau mondial du trafic aérien, c'est la démocratisation du transport aérien. Et ça, sur toutes les zones géographiques. Nous, et c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, le fait que la consommation par tête augmente, c'est qu'on arrive à proposer des produits aériens qui adressent des catégories de population qui n'adressaient pas auparavant. Donc évidemment, les zones trafic sont bâties sur ces fondamentaux et le fait que des zones qui ont des fortes croissances s'est couplé aussi avec un déploiement massif d'un transport aérien moins cher. Et les aspects réglementaires? Et alors, sur les aspects réglementaires, la question elle est un peu plus subtile, mais ça m'amène à un graphique que j'ai en tête quand on regarde les évolutions des rayons d'action des avions sur longue tendance. C'est en lien avec votre point, en fait.
on a une massification du moyen courrier parce que parce que ces types d'avions-là, se sont vraiment développés sur ce segment-là. D'ailleurs, toute la grosse part de la croissance, elle est sur ces rayons d'action, disons, de 1000 à 5000 km. Donc, sur le sujet de la loi climat résilient, parce que je crois que c'est ça dont vous parlez, ça aura un effet, c'est sûr. Après, sur le cas français en particulier, quand on regarde la part des vols que cela concerne, ça reste tout à fait discrétionnaire par rapport à la volumétrie des passagers qui sont au départ de la France. Merci. Vous avez une autre question? Oui, pour Madame Delprajano sur la production de SAF. Est-ce que vous êtes intéressé à savoir ce qui se fait en Allemagne et aux Pays-Bas, la conversion directe de CH4, qui a les bonnes proportions entre le carbone et les deux HE pour faire du NCH2, avec des rendements assez élevés, sous réserve d'avoir des coupes étroites. Les Allemands, dans les années 45, ont fait voler tardivement leurs avions, alors que toutes les unités de surface étaient détruites par les Américains. Et dans les cas où il y avait, avec de l'anthracite, ils faisaient du carburant aviation. Alors, voici les courbes qui ont été refaites. Vous les voyez loin. Entre la courbe non directive, d'ailleurs, j'ai lu dans votre papier, avec les rendements limités entre 20 et 40% sur les charges, là, les Allemands avec qui je travaille font des coupes étroites. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de craquer. Il suffit de distiller les têtes pour ajuster le flash, et distiller les queues pour ajuster le freeze. J'ai produit moi-même du kérosène quand j'étais chez Mobile. Il faut ajuster, quoi. On prend les lourds de l'essence et les légers du gasoil. Bref, je vous donne un chiffre. Les 75 000 tonnes de SAF sont contenues, correspondent à 1 TWh de biogaz. Or, en France, on a 12 TWh dès maintenant de biogaz fermenté chez les fermiers. On pourrait très bien, avec l'appui et la compétence et le savoir-faire de l'IFP, adapter ce que savent faire nos Allemands aux Pays-Bas, à Erlen et à Bergheim. Et ça a été remis au CA. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous donner l'information. Donc, merci beaucoup pour ce point. Donc, effectivement, nous, côté IPN, on travaille aujourd'hui plutôt sur la partie production de biocarburants, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de biomasse ou bien d'électrocarburants à partir de CO2. Donc effectivement, le sujet biogaz, on le suit et on a vu effectivement ce qui se passait côté Allemagne. Et donc on suit ces projets-là. Ces projets-là aujourd'hui nous apparaissent relativement marginaux. Mais effectivement, ça fait partie de ces sujets sur lesquels on peut travailler. Après, tout l'enjeu, c'est une fois qu'on a du biogaz, où est-ce qu'on va prioriser en fait l'usage du biogaz? Est-ce qu'on va se dire on rajoute une autre étape pour faire des SAF, ou est-ce que ce biogaz, on l'utilise directement pour des besoins énergétiques? Donc c'est un petit peu comme ça qu'on pose le problème. Mais je partage avec vous le fait que ce sont des technologies qui sont effectivement regardées dans ce sens. Il y a un gros intérêt, c'est qu'avec du CO2, en appliquant la règle de Boudoir qui est mort en 1905, avec du CO2 et du carbone, on fait 2 CO, et ainsi on a l'utilisation du CO2. Je sais que vous êtes concerné par le CO2, je peux vous dire que le CO2, c'est une mine de SAF. Sans l'ADEME, sans la réaction CO2 plus H2 par électrolyseur, directement sans électrolyseur. On reformuler ce point de façon prospective. Parce que vous avez dit que c'était marginal. Donc c'est un signal faible. En matière de prospective, ce qui est intéressant, c'est de voir si les signaux faibles ne peuvent pas devenir géants. Et la question, c'est que la filière biogaz, qui était sous-considérée il y a encore pas si longtemps, elle est en train d'exploser un peu partout dans le monde. Il s'agit bien de biogaz, c'est-à-dire un gaz décarboné. Donc, en prenant maintenant comme ressource initiale le biogaz, la question prospective qui se pose, et là on est entre gens de bonne compagnie, donc parler, mais je ne pourrais pas dire ça chez Engie. D'accord ? En prenant du biogaz, vous pouvez remplir des pailles pour décarboner le gaz, c'est une solution. Et là, on parle de 150 TWh en France. Mais une autre solution, dans le cadre de la prioritisation dont vous avez parlé, et de la meilleure gestion de la biomasse, en utilisant les déchets ménagers, justement, les déchets agricoles, c'est-à-dire tout ce qui est mis à la poubelle actuellement, on pourrait très bien imaginer, tout de suite et de façon très rentable,
de faire une filiale et de démarrer en tout cas une filière SAF qui pourrait se développer très rapidement avec des moyens d'investissement relativement modestes, uniquement en détournant le biogaz qui va dans les pipes dans des usines qui feraient du SAF. Et à partir de là, une fois qu'on a démarré la filière SAF, parce que c'est ça l'enjeu, on pourrait très bien adapter les technologies dont parle mon ami Henri Jean avec de la biomasse qui serait des déchets de biomasse en modifiant. Et comme la filière serait lancée, vous voyez que l'adaptation pour, je dirais, sortir de la molécule pure du biogaz serait beaucoup plus facile, mais surtout, il y aurait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'investisseurs qui viendraient sur ce créneau-là. Et d'ailleurs, pour prendre une comparaison, vous savez comme moi que Airbus et Air France ont investi dans une start-up américaine qui s'appelle DG Fuel. Et ils ont investi avec une petite somme pour pouvoir leur permettre de formater leur dossier qu'ils ont présenté. Et finalement, les investisseurs, à raison de 4 milliards de dollars, c'est BP et Johnson Matthey qui sont en train de monter l'engineering. Malheureusement, c'est aux États-Unis et c'est pas chez nous. Oui, tout à fait. On est au courant de ces actions-là. Après, ça fait partie des sujets, je l'ai dit, sur lesquels qu'on suit de loin, pas tout à fait clair, on suit de loin aujourd'hui. Je l'ai dit aussi, quand on produit des biocarburants, on produit du biogaz, donc ce biogaz, on a vraiment vocation à le valoriser. Après, pour nous, l'enjeu, c'est déjà de concentrer nos efforts de recherche sur des technologies qui doivent voir le jour rapidement. C'est les biocarburants et notamment les électrocarburants. Ça fait partie de nos priorités sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Néanmoins, effectivement, ce sont des sujets qui sont avec plaisir. Oui, je crois que l'objectif de réunion est vraiment aussi de poser les questions. Et moi, je voulais parler de deux éléphants qui, à mon avis, sont vraiment très, très gros, qui sont dans la pièce. Le premier, c'est la sobriété, et le deuxième, c'est l'audibilité des SAF. Donc, sur la sobriété a été très peu prononcée aujourd'hui, et il me semble d'ailleurs que la personne qui en a parlé, elle parlait plutôt d'efficacité d'ailleurs. La sobriété dans les usages, elle existe quand même de plus en plus pour beaucoup de secteurs, je dirais à peu près tous les secteurs, sauf un qui est l'aérien. Et quand on vous écoute, là les uns et les on a l'impression, voilà, le marché, la demande de transport va croître à très grande vitesse. C'est génial, Airbus a une grande partie du marché, et donc il y a des plans de commande énormes, des technologies. C'est super. Mais la notion de sobriété dans l'aérien ne paraît absolument pas. D'ailleurs, il suffit de lire le CSF qui a été signé, on parle de sobriété hydrique, comme dans tous les secteurs, mais pas du tout de sobriété dans l'usage. Donc ça me paraît quand même un sujet qui peut interpeller, et je ne sais pas si ça va être acceptable par l'ensemble des concitoyens de manière durable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est quand même lié, c'est les fameux SAF, etc. Parce qu'ici, au CGE, on voit quand même beaucoup de monde. Il y a des rapports sur différents sujets, notamment la disponibilité des matières premières, la biomasse, etc. On a vu il n'y a pas très longtemps dans cette même salle un très grand énergéticien que je ne citerai pas. Mais ce que nous disent ces rapports et ces collègues, c'est bon, le SAF, voilà, il y a des projets, etc. Mais quand on fait les additions, peut-être que jusqu'à 2030, on arrivera à augmenter l'offre. Mais d'ici 2050, il est extrêmement peu probable que l'on arrive à mettre en place une offre qui permet de répondre aux demandes que vous dites là. C'est le premier point sur les SAF. Et l'autre point, c'est un autre sujet peut-être pas pour aujourd'hui, c'est quel est le vrai bilan en termes d'émissions ces carburants à base de biomasse, notamment que le fonctionnement de la biomasse lui-même a complètement changé, qu'il y a énormément de conventions et de forfaits qui sont à la base des calculs des coefficients d'émission. Et donc, voilà, quel est le vrai bilan carbone, mais c'est peut-être une question qui dépasse le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, la sobriété et la disponibilité de ressources en biomasse me paraissent quand même de nature à mettre un certain point d'interrogation sur l'objectif zéro carbone en 2050. Est-ce que c'est vraiment un objectif raisonnable et réaliste? C'est à démontrer, me semble-t-il.
qui peut répondre à ça? Monsieur Agni, j'aurais peut-être un élément complémentaire dans ce volet 1 au développement. C'est la question. En France, on a une planification énergétique. Ça permet effectivement de prioriser, ce qu'a dit Madame Desfrandes-Jadot, de prioriser les usages de la biomasse, tant entendu quand même que les usages agricoles vont rester une nécessité absolue. Mais qu'en est-il au niveau mondial? Parce que les avions, ça vole, donc il faut trouver partout des disponibilités comparables en termes de carburant. Donc, qu'en sera-t-il? Est-ce que nous avons, en Europe d'une part, mais surtout ailleurs, notamment pour les longs courriers, des productions qui vont être suffisantes? Alors, ça vaut aussi pour l'hydrogène, dans la mesure où j'ai entendu le patron d'ADP, M. de Romanet, expliquer qu'il réservait cette place pour mettre un SMR à Roissy pour fabriquer de l'hydrogène. Je ne suis pas absolument sûr que l'autorité de sûreté nucléaire trouvera commode d'avoir un SMR à 20 km de la Tour Eiffel, mais tout état de cause, il y a un problème d'homogénéité de la disponibilité un peu partout dans le monde. Qu'en est-il? Moi, oui. La réponse que je peux apporter sur le sujet, c'est que, comme je l'ai montré, la trajectoire inclut la croissance du trafic aérien, 3,6% à peu près, qui est un chiffre qu'on retrouve aussi au niveau de l'Agence internationale de l'énergie. Ce qu'on a dit auparavant, bon, et après c'est un débat un peu de société, c'est que la plus forte croissance vient aujourd'hui des pays en voie de développement, où le niveau de transport peut être 10 fois inférieur à celui des pays développés. Donc là, on a un autre questionnement quand on regarde les choses au niveau mondial. Maintenant, notre objectif, c'est de faire de l'aviation un transport durable qui, je l'ai dit, relativement déjà, je ne sais pas, peut-être que vous trouvez que le niveau de sobre n'est pas adapté quand je dis que c'est 2 litres ou 100, donc c'était un niveau de performance de transport qui est déjà assez élevé, qu'on continue d'améliorer, et qui, par la substitution d'autres carburants, tend vers la neutralité carbone. Donc pour nous, il n'y a pas d'incompatibilité avec une certaine croissance qui est celle qu'on observe de par le monde, qui est assez inégale entre les pays où le transport aérien est déjà développé, où la croissance sera certainement beaucoup moindre, et celle des pays en voie de développement. Notre carnet de commandes, il y a beaucoup de là où il y a un besoin de développement et d'utilisation du transport aérien comme outil aussi de développement. Et donc, nos obligations d'industriels, c'est d'apporter les solutions pour que cette croissance reste compatible avec les objectifs globaux sur le climat, je dis avec nos engagements SBTI et une trajectoire net zéro. Sur la disponibilité de la biomasse, etc., évidemment, c'est quelque chose que tout le monde travaille au niveau mondial, mais on pense que s'il y a une bonne allocation effectivement des ressources électriques, ressources de biomasse, sachant qu'en 2050, dans le ReFuelEU, on est à 50% de biocarburants et 50% de carburants synthétiques. Donc ils font beaucoup moins appel à la biomasse. On utilise aussi beaucoup de biomasse aujourd'hui dans les transports terrestres. Si les transports terrestres vont vers l'hydrogène et la batterie, ça va libérer aussi de la capacité pour les biomasses de l'aérien, et tout ça demande de la planification. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne ce qu'on appelle le feedstock, donc les potentiels durables, il faut savoir que sur l'aviation, on utilise aussi, comme ça a été dit précédemment, des produits dérivés de l'agriculture et pas des produits de matières premières. Donc il y a toute une chaîne de durabilité qui est étudiée, qui est réglementée, qui est certifiée. Il va y avoir une double certification en Europe, à la fois du carburant qui soit certifié pour voler en toute sécurité et qui soit certifié selon ce que vous connaissez sans doute, la RED, qui est le règlement européen, qui va définir effectivement à la fois la durabilité, donc reconnaître l'origine du produit, sa durabilité, et ce qu'on appelle le LCA, c'est-à-dire assurer qu'effectivement
il assure sur un cycle complet la réduction des émissions de CO2 qu'il affiche. Donc, il y a tout un système qui se met en place pour à la fois mobiliser les feedstocks selon des critères de durabilité assez précis et assez forts, et d'autre part, pouvoir rester compatible avec une certaine croissance du transport aérien. C'est là où on en est aujourd'hui dans ce travail commun avec l'industrie aéronautique, les producteurs d'énergie, électricité ou carburant, les autorités de régulation qui définissent les critères de lisibilité des SAF, comment on contribue aux réflexions en France, on contribue aux réflexions internationales sur le sujet pour trouver le bon équilibre. Voilà, nous, en tant qu'industriels, où nous en sommes aujourd'hui pour intégrer, malgré une certaine croissance, l'aérien dans une trajectoire compatible avec les accords. Merci bien. Peut-être une dernière question pour Ludovic Simon et ou M. Ami. Vous avez évoqué le fait que dans les réductions d'émissions, il y avait à peu près un set qui apparaissait sur l'optimisation des trajectoires. Et de fait, on peut gagner pas mal de choses sur le fait que les avions arrivent dans les hubs au bon endroit, enfin qu'ils traînent moins longtemps, que la trajectoire soit optimisée. Il y a un truc qui gêne là-dedans, c'est la guerre. Est-ce que ça affecte et dans quelle proportion les optimisations en question quand on ne peut pas passer au-dessus de l'Ukraine, ni d'ailleurs de la Russie, enfin, voilà. Ça pondère négativement de combien? 0,5%? C'est une bonne question. Je ne saurais pas donner de pourcentage. C'est sûr que le vol idéal, c'est un vol direct, on appelle l'orthodromie, et en plus, avec des montées et des descentes qui correspondent aux capacités de l'avion et réduisent de manière significative, c'est comme une conduite douce en automobile, les consommations de carburant. Donc, évidemment, on ne peut le faire que si on a une certaine latitude d'utilisation de l'espace. En même temps, on peut être innovant parce que c'est aussi la circulation au sol, donc circuler sur un moteur au sol ou tracté par des moteurs électriques. C'est le concept qu'on appelait de fellow fly. Vous savez, on imite les oiseaux migrateurs et on utilise le wake vortex du vol précédent. On surfe en gros sur sa vague du wake vortex et on peut réduire les émissions de 5%. Donc, il y a tout un ensemble, ce n'est pas simplement la trajectoire directe, de mesures opérationnelles qui, mises bout à bout, peuvent réduire de manière relativement significative, donc de l'ordre de 7%. C'est une estimation mondiale, l'efficacité du vol et donc les consommations de CO2, moins d'attente sur les taxiways, des trajectoires plus directes, des procédures plus continues, etc. Donc une batterie de mesures, y compris donc ce fellow fly, on pense qu'on doit pouvoir réduire de cet ordre de grandeur les émissions de carbone avec ça. Mais la paix serait de loin souhaitable. Dans la catégorie des cyberattaques, il y a classiquement environ 6 catégories d'attaquants. Il y a le gamin geek qui veut s'amuser, il y a le frustré de l'entreprise qui veut se venger, il y a l'acteur d'État qui est réellement agressif et très organisé, etc. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont ça se répartit ou bien c'est très compliqué à faire? Les rapports de contrôle bien cartographier l'ensemble des attaques qui aujourd'hui qu'on a retrouvé l'écosystème en cas que la filière reporte. Ça donne bonne information, et l'information je ne l'ai pas. Ceci dit, les rapports de contrôle sont disponibles publiquement et on retrouve toute typologie d'attaque, et que ce soit des groupes organisés qui défendent uniquement des idéologies. Ça fait partie notamment des conclusions de l'année dernière que ce groupe d'attaque était notamment de plus en plus attendu, notamment avec les conflits géopolitiques qu'il y a dans le monde. Merci beaucoup. Écoutez, il résulte de ce que nous avons écouté que, à la fois, il y a un immense travail devant nous et qui est entrepris, des enjeux qui sont considérables, des gens remarquables qui s'en occupent. Merci d'y avoir participé. Et le prochain numéro des Annales sera sur la forêt et donc des sujets de biomasse aussi et de disponibilité de biomasse. Donc, on reste un peu dans les mêmes genres de sujets.
quoique ça ne vole pas les arbres. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup.